Ce soir, nous vous proposons de revivre une initiation assez fabuleuse, celle des gardiens d'une ressource aussi vitale que mystérieuse. Il faut dire qu'à Maré, l'eau fait l'objet d'une attention précieuse. L'eau qui fait aussi pousser les belles plantes et justement, nous revivrons l'éclosion de l'une de nos plus charmantes Miss Nouvelle-Calédonie puisque c'est de saison, d'autant que cette Miss-là avait fait sensation. Pour finir, nous ferons quelques pas de danse tahitienne avec les jeunes élèves d'une grande dame polynésienne, Janine Maro, qui laissait tout simplement s'exprimer ses bouts de chou. De Marée, on connaît l'avocat que l'on fête chaque année. On dit aussi qu'elle est la plus sauvage des loyautés. On peut même se rapprocher d'un monde caché pour peu que l'on y soit guidé avec un esprit éclairé. C'est le cas grâce à Thérèse Oya dans Les Chemins secrets de l'eau, un magazine réalisé en 1992. De tous les secrets de Marée, il en est un qui sommeille dans les entrailles de la terre. Les vieux racontent qu'il y a été mis au moment où l'île finissait d'être créée. De ce secret, les vieux disent qu'il est le plus beau parce qu'indomptable, insaisissable et qu'il représente le symbole inusable de la vie. De tous les mystères de Marée, celui de l'eau raconte une incroyable aventure, son aventure avec l'homme. Maîtriser l'eau, tel est le souci de la commune de Marée. Afin d'arriver à une exploitation rationnelle de ses ressources hydrauliques, la commune a demandé à une agence pour l'eau d'étudier la nappe phréatique de l'île. Combien la dernière fois, au dernier relevé? 156 mm. 4, 11, 91. Depuis plus de 6 mois, 2 techniciens de l'agence sillonnent l'île de part en part, effectuant des mesures. Nous sommes ici à Taguadet, un endroit où se trouve l'un des 2 forages profonds installés il y a 10 ans. À l'aide de leurs appareils, les 2 techniciens peuvent ainsi avoir une idée des variations de la nappe. Régulièrement, toutes les semaines, ils viennent ici enregistrer, comparer, étudier l'incidence des marées sur la nappe. La vie au-dessous est tellement invisible, sourde et capricieuse que la recherche se doit d'être encore plus rigoureuse. Systématiquement, ils notent aussi les quantités de pluie tombées. Ces premières données doivent leur permettre d'avoir une vue d'ensemble du problème. L'an dernier, durant le second semestre, le ciel est resté désespérément bleu. Il est tombé quelques gouttes, juste de quoi rafraîchir l'atmosphère, et quelques tribus du nord de l'île ont fait la cruelle expérience de manquer d'eau. Marée est une île au sol calcaire, une structure de type corallienne. L'étude tient compte de cet autre paramètre, car la nature des sols peuvent donner des indications sur la fréquence des pluies, la rapidité avec laquelle l'eau s'infiltre dans la terre pour atteindre la nappe. Une fois toutes ces informations regroupées, le travail de ces techniciens sera de définir la configuration exacte de la lentille, déterminer sa potentialité et donc arriver à établir les ressources souterraines de l'île. Et t'as bien pris, non, entre les deux, il y a 0,82, donc ça, il faudra que je fasse la différence. Taoudé. Pour l'instant, l'étude aborde sa seconde phase. Pendant 9 mois seront collectées toutes informations qui serviront à une analyse. Rien ne sera laissé dans l'ombre, car la commune a la préoccupation de faire de l'eau un élément de consommation maîtrisé et informatisé. De cette gestion dépend le poids de ses équipements, donc de ses dépenses. Mais le travail sur le terrain effectué par l'agence se révèle parfois incompris et difficile, surtout lorsque certains habitants éprouvent quelques réticences devant ce type d'investigation. Au pays des gens de la terre, il existe des endroits où l'eau revêt un caractère sacré.
peux dire qu'il y a de l'eau à Marais. Et on est en train de faire nos études et enfin, je suis rassuré, il y a de l'eau. Je pense qu'il faut maintenant informer les gens sur ce qu'on fait et sur l'eau surtout. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'au niveau de l'information, il faut qu'on travaille dessus aussi. D'après vous, les gens sont plutôt pour ou contre qu'on vienne étudier ce qui se passe dessous? Moi, ça dépend des gens. Je pense que les vieux, ils sont pas tellement pour. Donc c'est un peu ils ont une autre façon de voir les choses. Et un peu on est en contradiction un peu avec eux. Je pense que c'est assez normal de leur part parce qu'ils ont toujours été comme ça. Ils n'aiment pas qu'on vienne un peu bouleverser ça, un peu tout ça là. Il est vrai que la science et les croyances ont rarement fait bon ménage, mais l'agence espère obtenir très vite des résultats concrets, imparables. Le travail sur l'île de Marais est une première en soi. Expérimentale, les méthodes de recherche peuvent servir de base pour une éventuelle étude des 3 autres îles Loyauté. Nous sommes ici au quartier général de l'agence à Nouméa. Ici sont traitées toutes les données récoltées sur le terrain. Pour le moment, on arrive à ces premiers résultats. L'écoulement de la nappe se fait des points les plus hauts vers les points les plus bas. Donc, a priori, il n'y aurait qu'une seule lentille et non plusieurs. Il y a une lentille qui peut avoir plusieurs dômes, plutôt maximum deux dômes, mais qui sont reliés de toute façon à un endroit. Ce sont des endroits où les niveaux de la nappe sont plus élevés qu'aux autres endroits de la nappe. L'année 92 fera date dans la commune de Marais. Le maire, qui n'est pas homme à plaisanter avec les deniers publics, s'est rendu à cette évidence. La maîtrise de l'eau coûte cher. Je crois que pour arriver à harmoniser la distribution de l'eau pour tous les habitants de la commune, nous serons amenés dans un prochain avenir à une taxation, une participation des abonnés pour limiter la consommation et ensuite préserver la lentille d'eau douce. Ça, c'est très important. Est-ce que les gens sont déjà conscients qu'ils vont bientôt payer l'eau? Oui, on a déjà fait des informations. Et je crois qu'avec la sécheresse qui sévit actuellement, ils se rendent compte que c'est nécessaire. Avec ses 5600 habitants répartis sur 641 km², l'île ne dispose que d'une vingtaine de forages. C'est peu au regard de l'accroissement de la population. Un chiffre, 22% entre 83 et 89. Chaque forage est équipé d'une station de pompage qui est soit branchée directement sur le réseau électrique ou soit alimentée par un groupe électrogène. L'adduction d'eau est relativement récente à Marais. Elle a commencé au début des années 80. 6 ans après, chaque famille dispose d'un compteur et l'an dernier a commencé la chloration de l'eau. En 10 ans, beaucoup de choses ont changé, mais désormais, il faut mettre le prix. C'est toute une histoire. Les gens ils vont être obligés de travailler pour payer l'eau. C'est plus comme avant. Avant, ils avaient des trous d'eau, ils avaient les citernes. Maintenant, c'est difficile. C'est-à-dire maintenant, ils ont l'eau. Ils ont l'eau à proximité, seulement ils vont être obligés de payer l'eau. On ne peut pas continuer comme ça à être assisté. Au pays des gens de la terre, la réflexion sur l'utilisation de l'eau ne s'arrête jamais. Pionnier dans la culture de l'avocat et de la vanille, Édouard Wayaredri est un homme dont l'expérience s'est forgée au contact de ses plantes, de ses livres et des autres. Son exploitation s'étend sur quelques hectares.
À côté de la vanille et de l'avocat, poussent agrumes et légumes. Une affaire qui tourne plutôt bien depuis que l'eau coule chez lui. Et en 2 ans, elle a complètement changé le visage de son exploitation. Désormais, même si le soleil frappe fort en été, la salade et autres plantes maraîchères ne sont plus absentes des étals de son marché. Mais Edouard Ouyaridri est un agriculteur un peu poète. S'il a le souci de rentabiliser son exploitation, il ne cache pas qu'il garde une idée bien à lui sur la gestion de l'eau et sur l'utilisation des engrais. Nous savons ça. Nous avons d'autres solutions. Les engrais, on ne met pas pour polluer la nappe phréatique. On met juste assez pour aider la terre à nourrir les arbres et à nourrir les plantes. Et vous avez d'autres solutions Si, il y a là, j'ai acheté un petit broyeur qui va broyer l'herbe, que je vais épandre pour faire c'est comme de l'engrais vert. Et là, l'avantage, c'est que contrairement à l'engrais qui est acheté au magasin, celui-là est gratuit. Au risque de surprendre ou de froisser, Edouard Ouyaridri continue d'innover. Jamais l'igname, tubercule nourricière, symbole d'échange dans la tradition, n'a connu de pareils égards. Au pays des maîtres de l'igname, on n'exige que l'eau du ciel pour donner de la vigueur à la plante. Ici, l'igname est cultivé pour être commercialisé comme plant. À ce stade de la réflexion, Edouard Ouyaridri se targue d'avoir une bonne longueur d'avance. Moi, je suis marin et puis je reste marin. Je suis fier d'être marin. Être marin, c'est pas celui qui va subir, mais notre chef nous a dit qu'il faut éviter de copier. Alors, j'évite de copier. Et pour l'eau, comment vous évitez de ne pas copier? Bon, ne pas copier, c'est difficile parce que l'eau, on a les forages. Mais avant, il n'y avait pas de l'eau, les arbres poussaient. Si on y amène de l'eau, on les aide, on aide les arbres. Ce type d'agriculture commence sérieusement à gagner du terrain et de plus en plus de jeunes marins innovent dans ce domaine. Exemple, cette pépinière, la seule de l'île, qui a vu le jour il y a tout juste 2 ans. À l'exemple d'Edouard Ouyaridri, Sylvain Huren est un homme qui a acquis son savoir-faire à force de volonté et de curiosité. Au fil des mois, greffé des plants d'avocat ou d'agrumes, s'est petit à petit transformé en passion. Comme beaucoup d'agriculteurs de sa dimension, Sylvain Huren n'appréhende pas la taxation de l'eau. Un mal nécessaire pour un bien, dit-il avec philosophie. Moi, en tant que pépiniériste, je suis très conscient du problème. Le fait, c'est qu'il faut, disons, sensibiliser les gens qui vont faire des grandes exploitations, de faire le nécessaire, de trouver un système d'arrosage qui puisse ne pas trop utiliser l'eau inconsciemment, c'est-à-dire faire du gaspillage dans les exploitations, des installations qui sont mal faites, quoi. Si un jour la commune devait faire payer l'eau sur l'île, est-ce que vous seriez prêt à payer l'eau? Oui, je crois que je suis d'accord pour payer l'eau, hein, parce que c'est quand même la commune qui prend en charge toutes les dépenses au niveau de l'eau. Donc je pense que chaque grand exploitant comme moi ou quelqu'un d'ailleurs, quand même peut participer à aider la commune à pouvoir, disons, participer aux dépenses pour l'eau.
des agrumes. C'est là que les plantes- Sylvain Huren communique son expérience et sa foi à quelques jeunes de sa tribu dont il est le petit chef. Comment greffer les arbres, comment exploiter l'espace en évitant soigneusement les faux pas. Et il faut éviter de faire n'importe quoi, surtout lorsqu'il s'agit de l'eau, répondent en écho les éleveurs. Et ils en savent quelque chose. L'an dernier, lorsque les vannes du ciel ont refusé de s'ouvrir et que le bétail calédonien souffrait le martyre sous la chaleur torride de l'été, à Maré, les rares pâturages améliorés jaunissaient à vue d'œil et le bétail s'enfonçait davantage dans la forêt pour trouver de quoi manger. Nous sommes ici dans la petite tribu de Tadjalo, dans le nord de l'île. Pour y accéder, une route poudreuse qui vous fait suffoquer pendant quelques bons kilomètres. Mais grâce au ciel, l'eau existe et le bétail d'André Ouiako peut se désaltérer tout son sou. Le soir, lorsque le soleil commence à se cacher derrière les grands arbres, les bêtes viennent boire. Ici, la sécheresse a fait beaucoup de mal au pâturage, mais pour André Ouiako, propriétaire de ce cheptel de 200 têtes, il y a une priorité à respecter. Il faut tenir compte que nous sommes sur une île. Nous ne sommes pas à la grande terre où il y a des sources et des rivières. Alors il faut essayer d'économiser l'eau. Est-ce que vous pensez que si un jour on arrivait, la commune devait faire payer l'eau à chaque consommateur, vous pensez que ce serait une bonne formule pour que les gens économisent de l'eau? Ah oui, c'est une bonne formule. Et d'ailleurs, il faut faire payer l'eau à tout le monde. C'est important. C'est important, oui. La réflexion des agriculteurs est quasiment partagée par tous. La seule nuance se trouve dans la comparaison que font les gens de l'eau de pluie recueillie dans les citernes et l'eau des forages. En règle générale, l'eau des citernes est utilisée à la consommation et l'eau des forages aux usages domestiques. Attentifs au changement, méfiants mais sans être hermétiques, les gens font de l'eau un élément magique et ils le posent en termes de valeur. C'est le rapport entre l'homme et l'élément qui fait la richesse de l'un ou de l'autre. Dans une société qui croit très fort au discours mystérieux de la nature, l'eau a une âme. Ta fujo ko ti fea manekua se maya iloran ti nei kuru ti o kazo ita mardi ati itelu ita sandi la semaine mele mail ti kwano ti no mele ti welo me chele in ko ele sokoranta feri korera ke mail ti kwano ti ni na fe do ti uwe de ko ti uwe. Avec l'intrusion du confort entre traditions qui se vivent au présent, en quête de mots vrais, les jeunes, faits nouveaux à Maré, ce sont eux aujourd'hui qui donnent le ton. Comme l'eau, leur parole est souterraine. Elle s'est enrichie sur les bancs de l'école, sur les chemins du tribu, sur les terrains de sport ou sur toutes les musiques du monde. Comme l'eau, leur parole a traversé, intégré et dépassé des années de friction interne
pour aujourd'hui exiger du vrai de n'importe quel discours. Aux coutumiers lorsqu'ils parlent de la terre, aux clans lorsqu'ils parlent d'unité, aux parents lorsqu'ils parlent d'amour. Timidement, ils affichent leur look, ce petit supplément d'âme qui a jailli décembre dernier. Désormais, toutes les grandes questions de la terre, de l'espace à gérer se feront aussi avec eux. Un paradoxe dans une société où le langage est fortement hiérarchisé. Et ce sont eux aussi qui, de façon étrange, ont réveillé toutes les histoires qui se racontaient autrefois dans la case. Il aura fallu 25 ans, un quart de siècle pour que les gardiens de l'eau sortent de leur silence pour raconter les hauts faits de leur clan. Et un soir, pendant que les femmes préparent, comme avant, les feuilles de bananier qui serviront le lendemain à puiser l'eau, les vieux en parlaient. Nai uet kia kukumada e tintai ame no ta tonaro tonaro ko no akin buike le suai ko dino mo na no ta hoda amo me uet kia ko uet am se kong akin e hindi do no ne tonaro ni buike ko no ta alu mani buike ko me ko e pena no e bon e hindi se ko no me dim la famia kalmune di ko atabol atiko abuti ao Ezen me amoda ora ngi mati sena neon ko ita dedo melei si o eto ta tenetin kalau ta mama bane sono cho nano bui sena no ta ngum mati to ne ni mati sero ta mane kon katoi ni si so tenetin du enje fam kan mune me enja na neon no re a propriete ni ko e koi e no dokumai report que deja a ni jana kanu hit no mo hana enya na neon hitin C'était décembre dernier. Les 12 tribus de Guama, le plus grand district de Marais, se sont retrouvées pour laisser parler le temps. Ici, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, les traditions sont restées vivaces. Mais pour les gens de la terre, il faut savoir servir le temps et y être attentif. Un élément nouveau a fait irruption de la modernité des valeurs ancestrales. Peut-il naître quelque chose de fort? Comme l'eau, la réflexion continue de se frayer un chemin. Pour les maîtres de l'eau, le chemin de la réflexion et de leur fonction commence ici. Au petit matin, avant que les rayons du soleil n'effleurent l'eau bleue de Bonnet, les gardiens de Bonnet se sont enveloppés de cette aura du mystère. Une communion s'est installée entre eux et le gardien invisible de ces lieux. Et dans des moments comme ceux-ci, s'inscrit la conviction profonde que l'être tout entier renaît avec la nature. À cet endroit et à ces seuls moments, le secret révélé rattache son possesseur aux repères visibles et invisibles. Ici, les gestes du vieux Wapayat traduisent la fonction de son clan. Délicatement, les feuilles de bananier sont dépliées et commence alors sous nos yeux la confection du panier. Les gestes sont précis autour, les membres de la famille les suivent avec attention. Pour eux, l'initiation commence réellement ici. L'un d'eux s'exercera d'ailleurs à puiser l'eau. Aiza kuze l'eau. Hein?
Guaino bane sono am jocho pule onda wandel. Mucho guaino ti bon ta me ana ilonta guamijo. La dernière fois où le vieux Wapayat a puisé l'eau date du temps du père du grand chef Nidoish Naislin. En 1965, nous confiera-t-il. Du temps a passé depuis et en bas, les arbres ont poussé. Veiller sur l'eau, en être les gardiens, confère à ce clan un prestige certain. Un prestige parce que donner l'eau équivaut au pouvoir merveilleux de donner la vie. Et donner dans cette dimension appelle la bénédiction. Autrefois, lorsqu'était encore inconnu le geste facile d'ouvrir un robinet, les guerriers de chaque clan partaient battre la campagne pour trouver de l'eau. L'eau a souvent été au centre de nombreux conflits. Mais aujourd'hui, l'eau est dans chaque maison et cela fait longtemps que les guerriers se sont tus. Ils dorment désormais à l'ombre des grands arbres ou au-dessous des rochers humides. Les vieux disent que leurs esprits sont partis rejoindre le gardien invisible des endroits sacrés. Mais une nuit, l'un d'eux a parlé et le vieux Wapayat, le gardien de l'eau bleue de Bonnet, a su qu'un jour, un des siens viendrait lui demander de montrer comment il puise l'eau. Alors, un matin, en quelques heures, il a laissé ses mains effacées. Plus d'un quart de siècle de silence. Au plus profond de la forêt existent enfouis d'autres points d'eau. Il faut au moins 1 heure de marche avant d'y arriver. Ces gouffres sont jalousement gardés par certains clans. Nous pénétrons dans le haut lieu du district de Guama. Sur ces chemins sont descendus il y a très longtemps vers la mer en vagues successives tous les clans qui composent la grande chefferie de Guama. Cet endroit est un lieu sacré ouvert pour la première fois à une équipe de télévision. Ceux qui nous accompagnent connaissent les chemins de l'eau à cet endroit. Les lieux sont restés intacts, ils n'ont pas perdu de leur sérénité et le fier rocher abrite toujours dans ses entrailles la plus belle récompense qui puisse être donnée à celui qui a fait un long voyage. L'eau se trouve 40 mètres plus bas. Il faut descendre, s'accrocher aux parois glissantes et surtout veiller à ne pas tomber. Le moindre faux pas, le moindre mouvement brusque peut vous coûter la vie. L'histoire raconte qu'il faut être fort, en symbiose avec les dieux des lieux pour ne pas tomber. Cet endroit est un haut lieu d'initiation. Selon les gardiens de l'eau, c'est ici que commencent tous les chemins secrets et sacrés de l'eau.
C'était Les Chemins Sacrés de l'eau, un magazine réalisé en 1992 par vous, Thérèse Voya, bonjour. Bonjour. Un magazine particulier à plus d'un titre, c'était notamment votre premier. Oui, c'était le premier magazine tourné en 1991 et puis diffusé en 1992, juste après ma formation au métier de journaliste à Paris. C'était un défi parce qu'il s'agissait de raconter à travers la problématique de la facturation de l'eau qui se posait pour la première fois aux gens de Marais, l'histoire d'un bien dans une société traditionnelle qui, dans ces années 90, allait devenir un élément, un enjeu, un élément important du développement économique de l'île. Vous dites les portes étaient ouvertes. Oui, les portes étaient ouvertes parce que le tournage se passait chez moi, dans la commune de Marais, mais il m'a quand même fallu obtenir les autorisations nécessaires pour le tournage. Ça ne s'est pas fait tout seul, effectivement. Et c'était un moment particulier pour Marais. C'était une ère de changement. Oui, c'était une ère de changement. 1991 va vite situer le cadre. On est juste 2 ans après la signature des accords de Matignon. C'était le début de la provincialisation. Le leitmotiv de l'époque, qui reste encore valable aujourd'hui, c'était le développement économique. Beaucoup d'argent était injecté par le biais des contrats de développement et les îles à l'époque venaient de loin. Il s'agissait pour les institutions de lancer, booster, relancer des secteurs entiers de l'économie que sont la pêche, l'agriculture, le tourisme et puis parallèlement mettre en place la formation des hommes. Marais a une tradition, une vocation agricole et donc Marais, à côté de son agriculture de type vivrier, s'est lancé dans l'agriculture mécanisée. Mais bon, ce n'était pas des grandes surfaces, c'était encore des surfaces assez raisonnables. Mais c'était à ce moment-là qu'on a vu des exploitations d'avocats, de litchis, d'agrumes. Et donc, qui dit agriculture mécanisée dit gestion de l'eau, utilisation de l'eau et donc gestion de l'eau. Et les Maréens ont-ils bien compris, vécu cette taxation de l'eau? C'est assez étrange parce que M. Gambé, Jean-Marie Gambé, maire de l'époque, posait déjà la problématique en 1991. Entre 1991 et 2011, date des prémices de la facturation de l'eau, il a fallu 20 ans. 20 ans pour la commune pour sensibiliser les gens à la problématique de l'eau, qu'ils fassent attention à cet élément qui n'est pas un élément durable et fragile. Et puis, il a fallu, par exemple, les sensibiliser au fait que déjà réparer les fuites chez soi pour éviter des grosses factures. Mais les choses sont venues de manière très progressive. Et en bonne intelligence, les Maréens ont bien compris. Oui, en bonne intelligence. Aujourd'hui, Marais, c'est à peu près 1700 abonnés, 200 km de réseau, à peu près une trentaine de stations de pompage, une facturation qui se fait de manière, tous les 3 mois. Et ça se passe plutôt assez bien, quoi. Y a-t-il encore
des gardiens de l'eau à Maré aujourd'hui? Oui, les gardiens de l'eau existent. La famille qu'on a vue dans le reportage est toujours au trou de bonnet. La fonction existe, le gouffre existe. Le vieux qu'on a vu dans le reportage en train de confectionner le panier avec les feuilles de bananier, eh bien, malheureusement, le vieux est parti et donc décédé. Mais je ne sais pas si la pratique ou la tradition est toujours perpétuée, ça je ne sais pas. Peut-être qu'elle sera relancée après oui, ce... je fais confiance parce que je fais juste une parenthèse. Les gens qui nous ont autorisés à filmer cette séquence, en fait, c'est mon clan maternel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous ont laissé filmer ces gardiens de l'eau. Il y a eu des moments forts lors de ce tournage et notamment la dernière séquence riche en émotions, en sensations fortes. Oui, en fait, tout le magazine est riche en émotions parce que je me rendais compte que c'était un privilège en tant que journaliste, en tant que femme de Maré, d'avoir accès à un savoir que je n'aurais pas eu si j'étais venue comme ça, en simple touriste. Et Dieu merci, l'époque le voulait aussi, hein. Les gens étaient prêts à ouvrir des portes pour que d'autres aient accès à ce savoir. Et donc, à la fin du magazine, c'était important parce que c'est un haut lieu de l'histoire de notre chefferie. Mais aussi, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit que l'eau, il faut aller la chercher. Elle est enfouie au plus profond de la terre. La ressource en eau chez nous, une des caractéristiques des îles, c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau. Ça, on l'oublie souvent. Et l'eau, la ressource en eau, elle est constituée d'eau de pluie, soit qui est récupérée par les citernes, soit s'infiltre directement dans le sol. Et ça forme une lentille d'eau douce. Et du fait de sa faible densité, la faible densité de l'eau douce flotte, on va dire ça, flotte au-dessus de la mer. D'où sa vulnérabilité, sa fragilité, qui fait que la commune porte vraiment une attention assez grande sur l'utilisation de la ressource en eau. Et un petit mot de cette dernière séquence un peu rock'n'roll quand même Oui, parce que il a fallu qu'on demande les autorisations pour y aller. La grande chefferie nous a autorisés. On était partis, comme on a vu dans le reportage, accompagnés. Mais on m'avait bien dit qu'à l'époque, lorsqu'on voulait tester des gens, s'ils étaient très forts physiquement, on les envoyait chercher de l'eau. C'est 40 mètres sous terre. D'ailleurs, quand on est descendu, il y a encore des bois qui sont là pour permettre aux gens de descendre. Et ce que je dis dans le reportage, si vous faites un faux pas, si vraiment vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous tombez et vous risquez de mourir. Et nous, on est descendus. Et vous avez passé le test? Oui, on a passé le test. Et c'est ce qu'on m'a dit après, c'est qu'on était descendus avec des gens qui ne sont pas de l'endroit et de chez nous. Il y avait des collègues qui étaient venus. La terre s'est un petit peu effondrée sur nos têtes. Mais Dieu merci, on en est ressorti et puis tout s'est bien passé. Mais on garde un souvenir assez fort de cette époque-là, de cette séquence-là. Merci beaucoup, Thérèse Voya. Merci, Romy. En 1981, disparaissaient Georges Brassens et Bob Marley. Heureusement, naissaient Zlatan et Britney pour se consoler. L'autre événement de 1981, c'est l'élection de Maryse Salin au titre de Miss Nouvelle-Calédonie. Un tremplin vers un autre titre décroché l'année suivante dans les frimas métropolitains. On se souvient.